Et deux invités ce samedi sur le plateau d'abord du 64 minutes, Brian O'Hagan. Bonsoir. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous êtes marketing manager de CoinHouse, c'est anciennement donc la maison du Bitcoin, qui est une plateforme en fait d'achat et d'échange de crypto-monnaies. Effectivement, on est un site en ligne mais également un espace physique où toute personne peut investir dans les crypto-monnaies et les conserver grâce à nos services. Et puis aussi avec nous ce samedi par Skype de Lausanne, Adrien Trécani. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le directeur de Metaco. C'est une start-up suisse spécialisée notamment dans la blockchain et dans ce qu'on appelle les actifs digitaux. Vous avez aussi développé un coffre-fort numérique. Alors avec vous, on va parler de ces crypto-monnaies, parmi lesquelles sans doute la plus connue, la plus célèbre, c'est le Bitcoin, et la plus récente, c'est la Libra, proposée par Facebook. Quelle différence entre ces deux crypto-monnaies? Pourquoi apparemment la Libra suscite plus d'inquiétude que les autres? Mais d'abord, pour nous aider à comprendre, ce commentaire d'Antoine Fontenot, les crypto-monnaies pour les nuls. Si Facebook était un pays, Mark Zuckerberg en serait le dirigeant. Un pays qui pourrait bientôt lancer sa propre monnaie, la Libra. C'est l'objectif du puissant patron américain pour 2020. C'est sans compter une levée de boucliers de la communauté internationale. Les pays du G7 notamment n'entendent pas se laisser déposséder de leurs prérogatives. Nous ne pouvons pas accepter que des entreprises privées mettent en place leur propre monnaie sans aucun contrôle démocratique. Alors pourquoi la Libra inquiète-t-elle plus que d'autres monnaies virtuelles déjà en circulation? À l'instar du Bitcoin ou de l'Ether, la Libra s'appuierait sur un réseau sécurisé réparti dans le monde entier. On appelle ça la blockchain. Mais à la différence de ses prédécesseurs, la Libra pourrait toucher directement la totalité des 2,4 milliards d'utilisateurs de Facebook, à travers les applications WhatsApp ou Messenger par exemple. C'est presque un tiers de la population mondiale. Cette devise virtuelle est en plus déjà soutenue par des mastodontes du secteur financier tels que PayPal ou même Visa et Mastercard. Autre différence avec les autres monnaies virtuelles, celle de Facebook s'appuiera sur une réserve d'actifs. Un peu comme le dollar et l'euro se sont appuyés sur une réserve d'or, ce qui assure leur stabilité. Mais cette devise nouvelle génération est déjà accusée d'ouvrir grand la porte à des transactions illégales, trafic de drogue ou terrorisme. Certains craignent aussi que Facebook se serve de ce service financier pour capter de nouvelles données personnelles sur ses utilisateurs, un sujet sur lequel l'entreprise américaine a déjà failli à plusieurs reprises par le passé. Alors, première question, la même à tous les deux. On commence par vous, Brian O'Hagan. Quelle serait votre définition d'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui vit dans l'état numérique à travers des octets. Celle-ci peut prendre plusieurs formes. Elle peut être soit décentralisée, comme le Bitcoin par exemple, qui n'appartient ni à un État, ni à une banque, ni à un groupe de personnes, ou elle peut être privée, comme Facebook aujourd'hui, avec le Libra. Mais c'est une monnaie qui n'a de la valeur que parce que les deux personnes qui communiquent, j'allais dire, sont d'accord de lui en accorder. C'est une question de confiance, là, avec la crypto-monnaie. Tout à fait. La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui permet de l'échange de valeurs de personne à personne, de gré à gré, à travers justement un système qui repose sur ce qu'on appelle la blockchain, qui est ce grand livre comptable où toutes les transactions sont enregistrées et tout le monde peut consulter ces transactions. Donc il y a une transparence qui est assez forte. Même question à Adrien Trécani. Quelle est votre définition d'une crypto-monnaie? Je dirais que c'est une monnaie qui est librement accessible par la population sans passer par un intermédiaire de type bancaire, qui est généralement émise soit par une entité centrale, comme le cas de la Libra, soit directement émise par son propre réseau, comme le réseau Bitcoin, qui n'a pas réellement une entité unique qui le contrôle, mais qui est totalement distribuée. Elle permet la facilitation de l'échange, de la transaction, et ne nécessite en aucun cas un intermédiaire potentiellement coûteux et risqué pour effectuer un paiement. Adrien Trécani, j'ai dit que vous étiez le fondateur de Metaco. Quel est votre métier, en fait, au quotidien? Eh bien, je dirais que l'un des points communs entre les crypto-monnaies, c'est qu'elles sont toutes sécurisées par une notion de clé secrète. Alors, qu'est-ce que c'est une clé secrète? Eh bien, c'est une sorte de long mot de passe qui sécurise l'accès aux crypto-monnaies. Par exemple, si vous détenez des bitcoins, vous allez devoir garder en mémoire quelque part cette clé secrète qui va définir votre point d'accès, et en cas de perte de vol ou de destruction de cette clé, eh bien, vous avez perdu l'accès à vos fonds. La spécialisation de notre société, c'est d'offrir ce service à l'industrie bancaire qui peut donc à son tour offrir à ses clients un service de stockage sécurisé de crypto-monnaies. Donc en fait, vous êtes en soutien aux banques et pas contre les banques?
Tout à fait. Alors je pense que contrairement à l'idéologie première de Bitcoin qui était très anti-banque, ce que l'on voit apparaître aujourd'hui comme phénomène, c'est l'adoption des crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin ou ses successeurs, également par une partie de la population qui ne souhaite pas se préoccuper de ses caractéristiques techniques et qui préfère déléguer toutes les complexités à une entité spécialisée. Et ce que l'on voit, c'est que les banques prennent cette responsabilité de plus en plus et Metaco travaille avec les banques pour permettre l'intégration de ce type de nouvelles technologies. Brian O'Hagan, vous aussi, vous êtes en soutien aux banques ou vous êtes à côté des banques ? Alors aujourd'hui, on propose justement à l'achat et à la vente ces crypto-monnaies qui sont encore on va dire une valeur d'investissement alternative à ce que les banques proposent. Ouais. Par contre, pour nous, il est évident qu'un jour, les services bancaires proposeront ce genre d'investissement et on le voit bien que de plus en plus de banques s'intéressent à ce sujet-là, notamment des banques américaines, Goldman Sachs, JP Morgan. Et aujourd'hui, par exemple, quels sont vos clients ? Alors nos clients, ce sont des particuliers, ce sont également des entreprises qui investissent dans Bitcoin dans un but de diversification de leur épargne ou qui investissent dans Bitcoin parce qu'ils en ont besoin pour payer des prestataires à l'étranger, notamment des prestataires dans des pays qui ont des monnaies un peu moins stables que le Bitcoin, par exemple. En Afrique, par exemple ? En Afrique, en Turquie, au Brésil, où les monnaies, justement, ont une inflation qui, parfois, est supérieure à l'inflation du Bitcoin, en tout cas l'instabilité du Bitcoin. Et vous, Adrien Treccani, quels sont vos clients aujourd'hui ? Ce sont principalement des banques européennes ou asiatiques, ou alors des bourses qui se mettent petit à petit à cette nouvelle classe d'actifs. Il faut noter que pour une bourse, ça a un intérêt tout à fait considérable, puisque le volume de trading est parfois comparable à celui de classes d'actifs plus traditionnelles. C'est aussi une source de diversification pour les investisseurs. Par contre, effectivement, l'infrastructure qui est nécessaire pour gérer ce type d'actifs est totalement différente, d'où l'utilité de notre société. Alors, Adrien Treccani, on l'a vu dans le reportage qui est passé il y a quelques instants d'Antoine Fontenot, que les ministres des Finances du G7, notamment le ministre français, s'inquiétaient de ces crypto-monnaies. Qu'est-ce que vous répondez à ces ministres qui disent que ces monnaies, en fait, menacent d'une certaine manière la stabilité monétaire internationale ? Alors je pense que toute innovation, et en particulier dans le monde financier, fait toujours peur. On ne sait pas quel impact cela va avoir sur l'économie, le taux de chômage, l'inflation, etc. On a vu cette critique apparaître déjà au sujet du Bitcoin. Bitcoin qui, aujourd'hui, s'il n'a pas fait tant réagir les politiciens, à mon avis, c'est que sa pénétration de marché, finalement son taux d'adoption, est relativement faible. Lorsque je parle du Libra, qui est, comme vous l'avez très bien mentionné, potentiellement adopté par près de 2 milliards ou 2,5 milliards d'utilisateurs, on parle ici d'un produit systémique, d'une nouvelle monnaie systémique. Et donc les phénomènes de type blanchiment d'argent ou autre criminalité effectuée à l'aide d'un blockchain font peur. Je ne pense pas qu'en pratique ils seront des problèmes systémiques, mais c'est quelque chose qu'un politicien se doit d'étudier. Donc la force de Libra, si on vous comprend bien, comme c'était expliqué dans le sujet, c'est qu'elle s'appuie en fait sur les utilisateurs de Facebook, c'est-à-dire sur pratiquement 2,5 milliards de personnes. C'est ça le danger en fait que perçoivent les banques et les États. C'est cela, puisque aujourd'hui, ce qu'on appelle un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui est stable parce qu'elle est indexée sur un collatéral de type monnaie étatique, ça existe déjà. Donc Libra n'est pas du tout la première initiative à mettre ce type de monnaie en circulation. Néanmoins, Libra, ou Facebook, est la première qui a cet impact sur le marché et qui promet peut-être de rentrer en concurrence même avec les banques centrales. La même question, la Libra, c'est une menace pour les États, pour les banques ? Alors, Libra est adossée en fait à ces monnaies étatiques, donc elle est adossée au dollar, elle est adossée à l'euro, elle est adossée à des obligations d'État qui sont très peu risquées. Donc, en soi, elle n'est pas vraiment en réelle compétition avec ces monnaies-là. Après, c'est vrai que d'un point de vue monétaire et d'un point de vue souveraineté nationale, les États se questionnent sur est-ce que Facebook va avoir une influence monétaire plus importante à terme que la nôtre, que l'euro. Qu'est-ce que vous répondez tous les deux à ceux qui disent que ces crypto-monnaies facilitent en fait la spéculation et aussi l'évasion fiscale ? Spéculation, évasion fiscale. D'abord, Adrien Treccani. Non, je dirais tout d'abord que la spéculation n'est pas toujours à prendre au sens négatif du terme. La spéculation, c'est le libre marché, c'est l'échange. Et en soi, eh bien, parfois elle fait des heureux, parfois elle fait des malheureux, mais elle est un phénomène absolument naturel des marchés financiers. Avec une volatilité énorme pour les bitcoins. Tout à fait, mais si vous considérez par exemple la valeur d'une entreprise jeune comme Google l'était il y a à peu près 15 ou 20 ans, eh bien, la volatilité de l'action Google était également très élevée avant qu'elle n'entre en bourse. Et sur l'évasion fiscale ?
Sur l'évasion fiscale, eh bien, je pense que ces monnaies-là vont devoir être régulées, seront régulées, je dirais, pas forcément au niveau du blockchain lui-même, donc au niveau du protocole, mais peut-être au niveau des points d'entrée et sortie, donc chez les négociants, chez les bourses et chez les intermédiaires financiers. Un dernier mot pour vous, Adrien Treccani, en Suisse. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a décidé d'installer le siège de la Libra en Suisse, ce qui veut dire que la Libra sera régulée par le droit suisse. Est-ce que vous savez pourquoi ce choix de Facebook ? Je pense qu'il y a principalement deux raisons. La première, c'est la question de la régulation. On sait très bien qu'en Suisse, il y a aujourd'hui des dizaines d'initiatives relativement similaires qui ont été mises sur pied et qui ont été accueillies, je ne dirais pas à bras ouverts, mais en tout cas avec une certaine ouverture d'esprit par la FINMA, notre agence de régulation suisse. Il y a également l'aspect confidentialité des données qui, à mon avis, est un argument fort pour Facebook qui souhaite redorer son blason en ce qui concerne le traitement des données et qui lui permet de dire, eh bien, nous sommes sujets aux contraintes suisses qui sont extrêmement fortes. Merci Adrien Treccani en direct avec nous de Lausanne. Un dernier mot, Brian O'Hagan. Dans 20 ou 30 ans, quelle sera la part des crypto-monnaies dans la finance et l'économie mondiale par rapport au dollar ou à l'euro ? Question très difficile. Alors moi, bien évidemment, je suis biaisé, je travaille dans cet écosystème-là. Ouais. Je pense que la révolution première des crypto-monnaies, c'est que... ce sera 5%, 10% ? Alors ça sera très certainement supérieur à ce que l'on a aujourd'hui, ouais. Et étant un actif, effectivement une propriété numérique qui existe sur Internet, c'est une révolution et cette révolution va évoluer encore et donc les usages vont se développer et on verra de plus en plus de personnes. Une révolution financière et presque philosophique. Tout à fait, et sociologique presque. Merci beaucoup à tous les deux, merci Brian O'Hagan, merci. On va passer maintenant